le programme Startup Tunisia entre dans le cadre du sous-axe innovation. C'est le cadre de ce programme dans la stratégie nationale Tunisie Digitale 2020. Et ce programme va continuer de la nouvelle stratégie qui n'est pas encore approuvée. La stratégie nationale de transformation numérique 2021-2025 qui s'articule en 7 axes principaux. Un axe qui sur l'intégration numérique, l'inclusion numérique, le développement des infrastructures. Un axe l'intégration financière. Un axe qui vise à renforcer la position de la Tunisie en tant que pays de numérisation et de renouvellement en développant le programme Smart Tunisia et en continuant à œuvrer pour faire de la Tunisie une destination d'investissement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Un quatrième axe qui a pour objectif de poursuivre l'effort de digitalisation de l'administration, donc c'est la continuité de l'IGO et simplifier les démarches administratives au profit du citoyen. Un cinquième axe qui travaille sur la recherche et vise à cherche la position de la Tunisie dans le domaine de l'utilisation de nouvelles technologies telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud computing, etc. Un sixième axe qui travaille sur l'harmonisation de la politique de formation et d'emploi, et un septième axe qui s'intéresse au développement et à l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la cybersécurité, donc un plan d'action pour mettre en œuvre cette stratégie. Et le programme Startup Tunisia, on peut l'insérer dans tous ces 7 axes. On peut concevoir et travailler sur la création de startups qui peuvent participer, qui pourront participer au programme et à la mise en place et la concrétisation de la stratégie nationale de la cybersécurité. Donc, c'est le cadre général donc, de Startup Tunisia, et aussi bien dans l'ancienne stratégie 2016-2020 ou dans la nouvelle stratégie qui est en cours d'élaboration. Les objectifs de ce programme Startup Tunisia, on peut parler d'objectifs globaux. Globalement, ce programme vise à générer des emplois de haute valeur ajoutée pour les diplômés, notamment pour les diplômés de l'enseignement supérieur tunisien, agrandir la part de l'innovation technologique dans la croissance économique, notamment le produit intérieur brut, améliorer l'image du pays et rétablir et renforcer la confiance auprès des investisseurs dans le site tunisien, faire renaître l'espoir chez la jeunesse, juguler la fuite des cerveaux et créer la richesse. L'objectif direct du programme permet aux startups tunisiennes d'investir sur le plan mondial, faire de la Tunisie un hub pour les entrepreneurs, en attirant les entrepreneurs et sociétés africaines et de la région méditerranéenne pour s'implanter en Tunisie. Et on peut citer ici l'exemple de l'adhésion de la Tunisie au programme et à l'Alliance Africa qui vise à promouvoir et à développer les startups sur le continent africain. Et de la Tunisie un leader en matière d'innovation. Il y a des objectifs quantitatifs. Ce programme Startup Tunisien vise notamment à créer sur les 5 années,
2009, de l'opérationnalisation effective de ce programme est 2024. Donc, c'est à la charnière entre les deux plans de développement quinquennaux, créer plus que 1000 startups avec une moyenne annuelle de 200 startups par an, à raison donc de 200 startups par an, créer plus de 10 000 emplois et réussir au moins à permettre l'éclosion d'au moins une licorne tunisienne. Les composantes du programme Startup tunisien, comme vous l'avez indiqué et cité auparavant, si Kamer, il y a, comme le rapport de l'activité 2019-2020 du Startup tunisien l'a bien mentionné, ce programme s'articule autour de 4 piliers et on peut dire aussi 4 catalyseurs ou enablers. Les 4 piliers, c'est d'abord le Startup Act, et c'est la composante juridico-administrative du programme Startup tunisien, avec tous les textes juridiques d'application et notamment aussi le portail électronique des startups en tant qu'interlocuteur unique en ce qui concerne ce programme. Il y a Startup Invest qui se concrétise effectivement par la création du fonds des fonds, donc qui vise à implanter et implémenter un écosystème, un nouvel écosystème pour l'investissement, le financement des startups à travers le fonds des fonds et permettre aussi la création d'une dizaine, 13, 14 fonds d'investissement spécialisés. La troisième composante, c'est Startup Empower. Elle se concrétise notamment au niveau de la structure Smart Capital. Donc, elle vise à accompagner les startups, assurer la connexion à l'international, animer l'écosystème d'une manière générale, assurer des relations et le réseau avec le réseautage avec les incubateurs, les accélérateurs, etc. Et Startup State, c'est une composante, quatrième composante, et elle vise notamment à appuyer l'innovation pour l'État et dans les structures de l'État. Donc, en ce qui concerne les catalyseurs, il y a le talent pool, c'est notamment la formation, faciliter l'accès au marché pour les startups, assurer et créer des clusters d'innovation et travailler sur l'ancrage et l'inclusion géographique pour de l'écosystème de l'innovation en Tunisie et notamment dans les régions intérieures du pays. Les spécificités du Startup Act. Ok, on va, si Wissem, si vous permettez, on va y revenir dans les détails sur le comment. Je ne vais pas parler dans les détails. Hein. Pardon. Donc, brièvement, c'est l'institution d'un interlocuteur unique, c'est la digitalisation du processus administratif, la simplification des procédures, le raccourcissement des délais comme principe directeur dans l'élaboration de tous les process liés à l'appui au startup et l'attribution des privilèges spécifiques, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Les avantages, il y a 3 types d'avantages. Il y a des avantages accordés aux founders, aux promoteurs, des avantages accordés à la société et des avantages. Si Wissem, si vous permettez, on va y revenir sur les avantages parce que ce qu'on va faire le tour de présentation des speakers, je reviens vers vous. Donc, juste, je vais demander à Madame Selma Bardedi, donc pour nous rappeler donc les acquis de la Startup Act. Je vais juste peut-être recadrer un peu l'objectif de ce que pourquoi nous avons choisi ce thème. En fait,
on sait très bien qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont faites et ça, on est fiers et on est même avant-gardiste par rapport à pas mal d'autres pays africains, disons, à l'exception de peut-être Afrique du Sud ou autres pays. On ne se compare pas loin des pays occidentaux, mais on s'accroche, on s'accroche. Notre écosystème, on sait très bien qu'il y a pas mal de défaillances, qu'il manque d'accélérateurs, de start-up, qu'il manque peut-être, on va pas peut-être revenir sur l'analyse donc des défaillances et tout. On est dans la recherche d'opportunités de construire une autre idée et de dire, de faire passer un message, comme vous l'avez dit, d'espoir aussi donc aux jeunes donc talents, ne pas pour leur dire voilà concrètement où vous pouvez intervenir quand on parle du e-gov ou quand on parle des opportunités dans ça. Il reste beaucoup à faire. Et c'est ces opportunités-là qu'on aimerait bien que nos jeunes ils s'accrochent. Donc, Madame Selma Bardedi, si vous pouvez juste brièvement 10 minutes et on va revenir dans les détails par la suite comme discuter. Rapidement. Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'y participer. Je suis Selma Bardedi, je gère au sein de Smart Capital. Donc, je rappelle, Smart Capital, son rôle, c'est d'opérer, c'est l'opérateur de l'initiative Startup Tunis que M. Wissem Maki a présenté. Donc, le rôle Smart Capital a été mandaté pour la gestion de toute cette initiative, de son aspect donc du pilier légal qui est le Startup Act, mais aussi de la gestion du fonds de fonds avec Anava Fund of Funds et du troisième pilier qui est l'appui à l'écosystème et que donc moi mon rôle essentiellement vient sur les deux parties, vient dans la gestion en front-end, donc la gestion directe des startups pour la partie processus de labellisation, donc les candidatures, mais puis après le follow-up et le suivi avec ces startups-là. Et aussi le troisième pilier qui est dans l'appui à l'écosystème, dont on pourra discuter après. L'appui à l'écosystème vient dans le soutien, ça peut être du soutien en capacité, en développement de capacité, c'est aussi du soutien en financement, c'est un programme qu'on lancera très prochainement, mais aussi de la connexion de cet écosystème-là, sa structuration et sa promotion en local et à l'international. Ok, merci Madame Bardedi. Si Mostafa Mezralli, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Donc, je suis là avec vous. 3 minutes pour vous présenter. Donc, Mostafa Mezralli, alors, j'ai fait une carrière un peu dans le secteur public, un peu dans le secteur privé. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup, j'ai fait du consulting pendant 25 ans dans le privé, j'y suis de retour, et j'ai fait un passage de 6 ans en tant que conseiller de ministre, dont le ministère des Technologies de la Communication, avec Sito Firtlassi, où j'ai travaillé d'ailleurs sur la finalisation de l'étude de Tunisie Digitale, donc 2020. Et j'ai travaillé sur pendant longtemps, j'ai travaillé encore sur différentes études sur le développement du secteur TIC, du secteur économique des TIC, dont une étude qui a été publiée dernièrement, l'Institut tunisien des études stratégiques, où c'est une étude prospective où il y a un ensemble de recommandations pour le développement du secteur. Donc, un diagnostic et un ensemble de recommandations pour le développement du secteur. Sinon, j'ai contribué au développement, entre autres, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est parc technologique, sur tout ce qui est incubateur de projets, pépinière d'entreprise. En Tunisie et à l'étranger, j'ai mis en place une pépinière, j'ai accompagné la mise en place d'une pépinière d'entreprise ou d'un incubateur de projet spécialisé dans l'éthique à Dakar, qui, contrairement, je dirais, à ce qui se fait en Tunisie, a été développé de manière à avoir un modèle de pérennité financière. Donc, qu'il ne soit pas uniquement dépendant des aides et des subventions et qui accompagnait nombreuses entreprises à se développer. Très intéressant. C'est une pépinière publique ou privée? C'est un partenariat public-privé qu'on a mis en place, justement. On a créé une fondation d'utilité publique, mais dans lequel le public participe, mais que le privé gère. Donc, on a une gestion privée.
Très On ne intéressant. peut Merci pas, beaucoup. si Camille, si vous Oui, permettez, juste oui, à propos de public et de privé, oui, c'est quelque chose qu'on a dit depuis longtemps, il est utopique oui, de vouloir oui, faire accompagner des structures privées par des structures publiques. Parce oui, que la législation publique oblige oui, les entreprises publiques à une obligation de procédure et du respect de la procédure et non pas à une obligation de résultat. Et oui, elles ne peuvent oui, aucunement, dans ce cadre-là, les structures publiques ne pourront jamais aller à la vitesse qui est escomptée par le secteur privé. Et parfait. ça a été dit à différentes reprises, et ça a été dit entre autres lors de l'étude de faisabilité du parc technologique de Sfax en 2002-2003, à laquelle j'ai participé. Mais malheureusement, même l'implication du privé dans beaucoup de parcs technologiques a été mal faite. Ok, on va y revenir, c'est moi ça. Merci beaucoup. Et peut-être on parlait de cette étude aussi qui a été faite après Covid pour les startups, qui est intéressante aussi. Donc, si Razi Ben Athman, donc CEO du UT Venture, donc Venture Capitalist, مرحبا بك. Donc, تفضل مرحبا بك. Lobik Ashk. Razi Ben Athman, donc je suis un professionnel dans le secteur de venture capital. Je suis tuniso-américain, donc j'ai passé toute ma carrière presque en Amérique à partir de 1992, où j'ai fait à peu près 7 ans dans la technologie à Motorola et à Dell. Et ensuite, je suis passé dans le domaine des investissements. En particulier, en 2001, j'ai commencé ma carrière dans le venture capital à Silicon Valley, là où j'ai appris le plus dans la technologie. En 2010, j'ai fait une petite escale en Arabie Saoudite pour gérer le premier fonds d'investissement pour les PME en Arabie Saoudite. Donc, à Kif Kif, j'ai passé à peu près 7 à 8 ans là-bas. Et entre-temps, donc, on a vu que je n'avais pas passé beaucoup de temps en Tunisie. J'ai rencontré Sina Menfer, l'ancien ministre des Technologies, en 2015. Et en 2016, je me suis impliqué un peu dans la construction de la première version du Startup Act. Et depuis, je fais la navette entre Silicon Valley et la Tunisie pour voir comment on peut accélérer, améliorer, mieux supporter l'écosystème des startups en Tunisie. Voilà. Merci beaucoup, c'est Razi, merci d'être avec nous et de rester avec nous, de batailler avec nous, même si vous avez un pied au Silicon Valley, mais le cœur, il reste toujours en Tunisie, j'imagine. Tout à Moi-même, j'ai fait. vécu à l'étranger, je sais qu'est-ce que c'est. Donc, merci beaucoup. C'est Mohamed Ali Kileni. Donc, vous avez, donc, merci beaucoup d'être avec nous. Marhaba bik. Marhaba. Allez-y, donc, à vous présenter. Ça va. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Razi, que j'ai pas vu et qu'on se connaît depuis de longues années. Moi, de mon côté, j'ai 20 ans d'expérience dans le monde entrepreneurial en tant que créateur d'entreprise, en tant que participant à des startups dans plein de régions dans le monde, Silicon Valley, en Europe, au Moyen-Orient, plein d'endroits. Aujourd'hui, je suis CTO de startup en France, dans le monde de la e-santé. Alors, mes liens avec la Tunisie ne sont jamais coupés réellement, puisque quand il y a eu la dynamique du Startup Act, j'étais un des acteurs en fait, qui a beaucoup participé, qui a beaucoup œuvré pour qu'on arrive à amener ce texte jusqu'au bout. Et puis, l'opportunité s'est présentée de contribuer à travers la participation au Collège des startups. Et du coup, je suis membre du Collège des startups depuis 2 ans maintenant. Et on en a vu des dossiers, on a vu des entrepreneurs extraordinaires en Tunisie et on essaie de tout faire pour les encourager, pour continuer d'innover, de faire avancer, d'éclore cet écosystème qui est notre futur à tous. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà, maintenant que les présentations sont faites, si Wissem, donc le mec, vous êtes avec nous. Oui, je suis toujours avec vous. Toujours avec nous. Donc, vous nous avez déjà
Donc, vous avez déjà commencé à présenter donc la stratégie donc de développement. Donc, et je retiens donc les 1000 startups, donc 200 par année et 10 000 emplois et avec une licorne. Donc, en termes de chiffres, c'est très intéressant. Si vous pouvez nous dire, en fait, le comment dans l'écosystème ou les acteurs de l'écosystème peuvent réaliser ces objectifs. Donc, sachant que nous sommes prêts et parler, bien sûr, on va parler tout le monde en un langage franc pour dire comment faire pour booster, pour améliorer, pour ne pas rester dans le général. De nous dire s'il y a des choses, bon, je sais que vous représentez et l'administration, mais l'administration, comme on la présente, elle interagit bien sûr avec la société civile, avec l'écosystème, etc. Dites-nous comment, quoi faire pour passer directement à une vitesse supérieure de notre webinaire concrètement. Donc, et ça, je vais faire le tour. Donc, 10 minutes donc, pour nous dire comment vous voyez tout ça. Le programme Startup Tunisia n'est qu'à ses débuts. Pratiquement, on a réalisé des avancées au niveau de la composante 1, de l'axe 1, numéro 1, c'est-à-dire le Startup Act. Et même au niveau du Startup Act, nous avons quelques textes réglementaires qui n'ont pas encore été publiés et en cours. Et la plateforme et le portail, il y a beaucoup de composantes au niveau de ce portail qui ne sont pas encore développées. L'interopérabilité avec les structures publiques qui ont une relation avec les différents avantages accordés aux startups n'est pas encore assurée. Donc, il reste beaucoup à faire, même si nous avons réalisé une grande avancée au niveau de la composante 1. Alors que dans les autres composantes, franchement, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore opérationnels. C'est vrai qu'en décembre dernier, le fonds des fonds a été créé et Smart Capital a eu l'agrément pour les fonds des fonds, mais le fonds des fonds n'est pas à lui-même suffisant. Pour animer l'écosystème et implémenter le nouveau cadre de financement et d'appui aux startups, il nous faut créer les fonds d'investissement spécialisés. Et ces fonds, il nous faut encore quelques mois pour voir venir les premiers fonds d'investissement spécialisés. Donc, et au niveau de l'écosystème, même en dépit des grands efforts déployés par l'équipe Startup Act Team et Smart Capital, nous ne disposons pas encore, ni au niveau de notre direction du ministère, ni au niveau de Smart Capital, des moyens humains et les ressources nécessaires pour travailler sur l'animation de l'écosystème, etc. Donc, nous n'avons pas encore commencé à exploiter toutes les composantes, même de startups tunisiennes, pour agir à d'autres alternatives. Il nous faut d'abord commencer par ce que nous avons prévu préalablement et nous n'avons pas encore pu le réaliser
en raison de plusieurs, il y a plusieurs raisons à cela, le manque de moyens, etc. Mais il y a quand même des actions. Et ma collègue, Madame Selma, pourrait en parler mieux que moi, étant donné qu'elle est impliquée directement dans l'écosystème et les actions entreprises par Smart Capital en relation avec les incubateurs, avec la société civile, notamment Tunisian Startup Association ou d'autres parties et intervenants. Donc, grosso modo, c'est ça. Ok. Merci, si Wissam. On y reviendra. Madame Selma, dites-nous votre coup de gueule, votre coup de cœur. Dites-nous brièvement, en fait, des acquis et tout, mais dites-nous qu'est-ce que vous avez envie de dire. C'est pas Camille Jradi en face de vous, c'est peut-être Monsieur Michichi, peut-être les députés qui sont là avec nous ou qui vont peut-être nous regarder après. Ou dites-leur qu'est-ce qui manque, ces textes d'application, ou qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on veut aller. Mettez-vous dans vous êtes jeunes, mettez-vous dans les souliers de start-upers là qui ont envie de décoller, qui ont envie de faire. Allez-y. Alors, avant d'aller vers ce qui manquerait de faire, je prendrai un moment, si vous permettez, de dresser en fait sans embellir ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Déjà, je suis très contente d'être sur ce panel et ce webinaire qui retrace un peu l'historique, la jeunesse du Startup Act. Puisqu'ici, il y a tous les représentants. Il y a Siraz Ibn Othman qui a fait partie de la première task force. Donc, c'est eux qui ont initié ce chemin-là, ce parcours. Et que de parcours qui ont été initiés, Fitoun, c'est qui n'ont pas abouti. Ici, on raconte une histoire où ça a abouti. Donc, déjà, je voulais le remercier encore de vive voix, Siraz Ibn Othman, d'y avoir cru et d'avoir insufflé cela. Et je remercie la task force qui a pris par la suite parce qu'il y a eu cette continuité. Ensuite, il y a Sid Ali, donc c'est Mohamed Ali Kileni qui est là, qui est le membre du collège de ces startups. Et c'est le collège des startups qui veille à ce que chaque mois, on réalise qu'on respecte un processus et qu'on honore nos promesses face à ces startups-là. Et ça, c'est un grand engagement parce qu'ils le font de manière volontariste, ils le font de manière très responsable. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de leur travail, de leur engagement. C'est des gens qui sont très occupés, c'est Mohamed Ali, il est partout, il gère des startups, il est mentor, il est investisseur, etc. Et il trouve le temps chaque mois pour étudier les dossiers et pour aller faire le petit coup de pouce pour ces startups-là, d'obtenir le label et de rentrer par la grande porte, par cette reconnaissance que donne la loi dans cet écosystème-là, avec tous les avantages qu'on connaît pour le Startup Act. Si Wissam El-Makelhani, c'est le représentant de la partie publique, c'est le représentant qui veille à notre respect des dispositifs publics, à notre respect de l'inclusion, à notre respect des règles et des lois, pour que cette loi-là soit non seulement un vrai facteur de force, mais ensuite, il nous permet l'entrée vers toutes les administrations. Et donc, aujourd'hui, un de nos KPIs aussi, c'est quelles sont les autres administrations qu'on va arriver à engager, à emborder dans notre parcours, dans cette aventure-là qui est le Startup Act. Donc, ici, vous voyez, le Startup Act, c'est pas une personne, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans un coin, et c'est vraiment une communauté qui est autour et qui évolue. Je vais partager avec vous les derniers chiffres. Au-delà du rapport qui a été lancé en avril 2019, qui est assez exhaustif parce qu'il s'appuie sur les données déclarées par les startups elles-mêmes, sur les états financiers, etc. Donc ça, c'est assez exhaustif. Je vais vous donner une sorte d'exclusivité, les chiffres de décembre. Donc là, on est à 401 startups labellisées. 401 startups labellisées en décembre 2020, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a outperformed, on a dépassé nos attentes en termes de réalisation de start-up. Nos plans, c'était 200 chaque année, mais l'année interne, c'est même avril, puisque le Startup Act a été lancé en avril 2019.
Donc, dis-moi, nos points de check sont avril. Là, on a fait en décembre et on a déjà atteint les 200, les deuxièmes 200, et on a prévu une camion en avril. Donc, ça vous montre d'un côté l'engouement qu'il y a par la jeunesse, voilà, par les Tunisiens, peu importe leur âge, vers ce modèle-là de croissance économique, voilà, de développement économique, et de l'autre côté aussi le sérieux du process qu'il y a derrière, le sérieux du process qui est porté par toutes ces entités-là, donc l'entité publique, l'entité Smart Capital qui vient sur la tangente public-privé, puisque c'est une société privée, mais qui a été mandatée par le ministère pour mieux mettre tous les ingrédients dans cette sauce pour qu'elle marche, et de l'autre côté, le collège et son engagement sur tous ces mois-là. C'est pas un engagement compétition, c'est chaque mois. Il faut, j'insiste sur ça pour imaginer un peu ce qu'il y a derrière le Startup Pact. Donc Lyon, on est à 401 startups labellisées. Pour vous donner une idée sur le nombre de startups, les candidatures qu'on a reçues, on est dans les 750 candidatures reçues et traitées. On a un mécanisme qui marche très bien et ça montre le besoin de flexibilité, c'est les pré-labels. Donc, je rappelle qu'on peut faire une demande de label ou une demande de pré-label. La demande de pré-label se base sur le projet, donc il faut montrer un prototype, mais il n'y a pas besoin de créer l'entreprise légalement. Il suffit d'avoir le pré-label, par la suite, on peut le transformer automatiquement. Donc, ce dispositif est très, très demandé. Pour la petite histoire, la dernière session qui commence le 1er janvier, le 1er janvier à minuit 15, on a atteint le nombre de candidatures maximum pour les pré-labels. Le 1er janvier, le 1er janvier. Ici, il y a des jeunes qui étaient devant leur écran, qui préparaient leur candidature et validaient pour faire la candidature de pré-label. Je pense que c'est assez indicatif de l'engouement que ça porte cette loi et du degré d'inclusion. Aujourd'hui, la loi, elle est concrète. Les avantages sont concrets puisqu'on a 174 fondateurs qui bénéficient de la bourse. Donc, les 174, 174 jeunes, il y a jeune ولا moins jeune اللي هو خاطر مازال ستارت اب نتاعو عمرها اقل من عام il peut bénéficier d'une bourse اللي هي تتراوح من 1000 à 5000 دينار. من 1000 ل 5000 دينار هذوما عندنا منهم 79% اللي qui bénéficient de 1000 dinars. Je pense à 70 هذوما qui bénéficient de 1000, c'est un profil bien particulier. Généralement, qui bénéficient de 1000, c'est des jeunes ou sortis d'école ou qui n'ont pas eu d'expérience professionnelle auparavant. Donc, le Startup Pact, c'est un vrai ascenseur social. Voilà, il a un vrai plus social auprès de ces jeunes-là parce qu'il leur donne déjà les moyens de leurs rêves, parce qu'il leur donne un salaire pour qu'ils puissent développer leurs idées et leurs concepts, ce qui est extraordinaire. Anna aussi, par rapport les CNSS, on a 263 startups qui bénéficient de la prise en charge CNSS. Donc, 263 من 400 هذوما c'est des startups qui emploient, donc qui ont des salariés اللي هما يبينيفيسي عليهم في la prise en charge. في الرابور الاخرين خرجنا اللي la moyenne d'emploi au sein des startups, elle est de 11. Et donc, une des questions qu'on a posées, est-ce que la loi vous a facilité le recrutement ou elle vous a encouragé à recruter d'autres? Et on a eu deux réponses. La réponse là, c'est oui. Et la réponse est que la loi nous encourageait à payer mieux nos salariés et donc à faire mieux une rétention de leurs ingénieurs, CTO, etc. Donc, c'est vraiment effectif. On a quelques chiffres aussi. Malheureusement, on a des chiffres qui sont négatifs. En termes d'inclusion régionale, aujourd'hui, les startups restent quand même centralisées sur le Grand Tunis. On est à 73% qui sont sur la capitale. Et ça, on va y travailler de manière très, très sérieuse pour avoir une meilleure inclusion. Mais on a des chiffres qui sont intéressants sur les secteurs. Dans les secteurs, on n'a pas un cluster qui est clair, une industrie qui est
où il y a une attention particulière, et soit publique, voilà, soit privée. C'est assez défalqué sur tous les secteurs, mais je veux noter qu'on a 28% des startups qui travaillent sur les deep tech. Donc, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui travaillent sur la biotech, qui travaillent sur la robotique, etc. Et ça aussi, c'est des éléments pour moi qui sont porteurs de beaucoup de promesses. Bien sûr, ces startups-là attendent beaucoup de soutien, que ce soit soutien public, mais soutien en investissement, soutien effectif en accompagnement. Mais le fait est là, il y a un pipe qui attend ou de l'investissement ou de l'accompagnement. Donc, ça pourrait aider les futurs investisseurs à se positionner. Et on compte, donc, en termes d'emploi, on est dans les 3200 emplois. L'emploi, le chiffre qu'on a pour décembre, il n'est pas exact parce qu'il ne s'appuie pas sur les états financiers, comme le cas pour le rapport en avril, où ça s'appuie sur des états financiers, donc c'est vraiment précis, c'est comptable et précis. Ici, c'est plus une projection. On estime qu'on est dans les 3300 emplois, donc pour 400 startups. Donc, on a perdu le sang. On entend Salma, c'est aussi. Super. Donc, c'est pour avoir un état des lieux sur le Startup Act aujourd'hui tel qu'il est. Effectivement, qui m'a fait l'initiative Startup Tunis, elle ne s'appuie pas que sur la loi. La loi, et pour nous, ici, on aura besoin de 3 mains, donc ça va être compliqué les applaudissements, mais on va essayer. Donc, les 3 mains internes, c'est les 3 piliers. On a le pilier légal qui est le Startup Act, on a le pilier d'investissement qui est le fonds de fonds et qui va être effectif maintenant. C'était un long chemin pour faire le closing, mais on l'a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va réellement commencer dans l'implémentation de ce fonds de fonds qui va réellement faire une propulsion dans notre écosystème d'investissement en général. Il va créer ou entre guillemets, professionnaliser le métier de VC et Tunes. Et le 3e pilier qui est l'appui à l'écosystème, on ne va pas apporter de l'accompagnement direct aux startups, mais plutôt on va être une base qui va un peu pousser, soutenir, to empower tout cet écosystème-là de par ces startups et ces incubateurs-là. Donc, il y a forcément beaucoup de chantiers à faire. On voit déjà des difficultés, on essaie d'être très pragmatique et très concret dans notre définition des initiatives. Donc, par ailleurs, on a une initiative dans l'appui à l'écosystème qui était SAVE, qui est venue suite à la première vague Covid, où on a appuyé les startups financièrement avec des instruments financiers, des tickets entre 10 000 et 30 000 dinars pour les aider à dépasser cette première, à ce challenge qui les a mis un peu en difficulté, soit pour elles étaient en phase de licenciement pour leurs employés ou carrément en termes de liquidation. Donc, l'initiative SAVE, c'est une initiative concrète qui est venue leur donner les fonds, rapidement sur les rails et reprendre une activité. Donc, je suis pas du tout négative, je sais. Mais je pense qu'il y a tellement de négatifs autour. Je fais le drapeau blanc de la positivité. Voilà, donc je suis là pour vos questions par la suite si vous avez besoin de quelque chose. Vous êtes sur mute si Kémy. Vous êtes sur mute. Merci beaucoup, Madame Bardel. Donc, on va revenir. Certes, il faut plus de ressources, certes, il faut plus de venture capitalistes, plus d'accompagnement, plus de synergie entre dans l'écosystème. On va y revenir. Simon Stanozrani, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Alors, dites-nous votre point de vue. Donc, mettez-vous à l'aise, votre coup de gueule et pour améliorer toujours, pas dans le sens ni d'être négatif, ni de nous aimons assez la Tunisie pour mieux la construire, pour qu'on parle pas, on reste pas dans les PPP, pas dans le sens pas dans le sens parole, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, allez-y, dites-nous comment on peut faire pour augmenter, selon vous, et
malheureusement, le temps ne le permet pas pour dire tout, mais dites-nous comment faire pour augmenter ces nombres et qualités de start-up ou parlant d'avantages, s'il y a lieu ou d'autres avantages aux start-upers et aux investisseurs. Merci, merci, c'est Camille. Je pense avoir toujours été positif dans mes critiques, je vais dire. Tout le monde, ouais, tout le monde dans les... Pour proposer des choses positivement. Comment dire, je ne peux pas être contre l'initiative Startup. J'ai fait partie des gens qui ont travaillé sur la stratégie Tunisie digitale. Donc, ce qui est assez important, si je peux juste faire une petite remarque concernant la stratégie elle-même, il est dommage qu'elle n'ait pas avancé sur toutes ses composantes de la même manière. Et qu'il y ait des composantes qui aient plus avancé que d'autres, et même des composantes qui ont avancé, des composantes qui n'ont pas du tout, démarré. Ça, c'est le premier point, si vous voulez. Le deuxième point, au niveau de la mise en œuvre, etc., donc du Startup Act et de ses recommandations, je pense qu'il y a si on veut développer encore cette activité, encore plus cette activité de start-up et cette activité d'innovation, de recherche et développement, etc., il y a un premier point qui est important, c'est le développement de la recherche et développement de la R&D en Tunisie. Malheureusement, en Tunisie, nous avons des textes qui bloquent la R&D. Nous avons des textes qui font qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir une relation entre l'industrie et la recherche universitaire. Et nous avons des textes donc, qui permettent difficilement d'avoir une recherche universitaire qui va faire de la recherche appliquée et qui va contribuer à l'essor et au développement économique en Tunisie. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est qu'en Tunisie, la recherche universitaire ne fait que de la recherche fondamentale, que de la recherche théorique. On a très peu de résultats de la recherche, et je dis bien universitaire, qui part par la suite dans l'industrie. Malheureusement, notre recherche en Tunisie contribue au développement de la recherche internationale, brevette certains résultats de recherche à l'international au profit de laboratoires étrangers, mais ça ne se fait pas en Tunisie. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on est resté dans des structures publiques pures au niveau de la recherche. Quand je dis structure publique, comme quand je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas péjoratif envers le public. C'est péjoratif envers le fonctionnement de la structure elle-même, je vais dire. Parce qu'elle est astreinte aux conditions du public. Wissem El-Makki tout à l'heure disait que le ministère n'était pas outillé et ne pouvait difficilement développer l'écosystème et faire de la promotion, etc. Le ministère n'a pas vocation à faire ça. Le ministère a vocation à développer des stratégies. Le ministère a vocation à appuyer cette stratégie pour être réalisée. Mais la mise en œuvre proprement dite, le ministère n'est pas outillé parce que ces procédures, etc., ne sont pas faites dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on va retrouver, par exemple, au niveau du ministère de l'Industrie, la création de l'API à un certain moment, qui, elle, gérait cela en tant qu'entreprise, pas en tant que ministère, même si l'API a toujours quelques difficultés à faire des choses, et ça, on peut le voir. Donc ça, c'est un point important. Excusez-moi, mais là, c'est la Smart Capital, si j'ai bien compris, comme structure qui est chargée de la mise en œuvre de toute la stratégie, si j'ai bien compris. Non? Qui reste une entreprise publique. Et qui manque de ressources, cette structure. Non, c'est moi qui avait parlé du ministère. Ministère, ok. Si, Mostafa, oui. Aussi bien du ministère et de Smart, parce que Smart, sa création est très récente. Donc, elle a besoin encore de l'accompagnement des structures du ministère pour gérer même le programme. Elle ne dispose pas encore de tout son potentiel pour faire ce qui est demandé d'elle. Voilà. Absolument. Mais pour revenir à la recherche, aujourd'hui, vous pouvez avoir une industrie privée, une entreprise privée, qui contracte avec un laboratoire de recherche pour lui faire une recherche particulière et qui va le payer. Cet argent va rentrer dans un circuit public
et ne peut en sortir que conformément à la procédure publique. Alors que à l'étranger, si je prends l'exemple de la France, même si ce n'est pas le meilleur exemple qu'on puisse trouver, on va pouvoir payer des chercheurs avec ce que paye l'industrie, on va pouvoir acheter des équipements assez rapidement pour répondre à une demande particulière, etc., ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Tunisie avec les laboratoires de recherche. Donc ça, c'est sur le volet recherche. L'autre point qui est important, je dirais, c'est le développement. Si on veut encourager les startups, il faut encourager le développement des marchés des startups. Et nous avons en Tunisie un premier texte qui est le Small Business Act, qui est l'équivalent du Small Business Act, qui oblige les structures privées à réserver 20% de leur budget achat aux petites entreprises. Malheureusement, ce texte-là n'est pas mis en vigueur. On a une spécialité, c'est qu'on sort des textes de loi, on sort des réglementations, et comme si une loi ne devait pas être appliquée dès sa publication, on parle par la suite taf'il al-qawanin, la mise en force de ces lois-là. Or, normalement, si la loi est sortie, elle doit être appliquée. Sauf que le texte existe depuis plus de 10 ans pour le Small Business Act, mais il n'y a aucun suivi de son application et de sa mise en œuvre. Et la même chose, tout à l'heure, si Camille, vous avez parlé de la période Covid et de l'appel qui a été fait aux startups. L'initiative est louable. L'initiative est très intéressante. Malheureusement, à mon avis, elle a été mal mise en œuvre. Mal mise en œuvre dans quel sens? Les entreprises ont contribué, les entreprises ont donné des idées, les entreprises ont contribué avec des projets et des projets qui ont été effectivement implémentés. Malheureusement, ces entreprises n'ont pas été payées. Et quand il a été question de prolonger pour par la suite utiliser ces produits-là sur la deuxième vague Covid, etc., certains se disent, désolé, nous ne pouvons rien faire parce qu'on doit vous mettre à la concurrence. Alors pourquoi avoir fait appel à ces entreprises-là? Alors que dès le départ, on savait que la procédure de marché public ne permettrait pas de traiter de gré à gré avec ces entreprises. Pourquoi n'en a-t-on pas profité pour sortir un texte spécial pour dire qu'au moins pendant la partie Covid, avec ces entreprises, on va pouvoir traiter de gré à gré dans un budget déterminé, dans une limite déterminée, etc. Les aides qui ont été données, dont Mme Bardedi a parlé, c'est quelque chose d'excellent, mais une partie d'elles aurait pu être donnée aux entreprises sous forme de rémunération de leur effort. Ce n'est pas dans l'objectif de dire il ne faut pas donner d'aide. Non, pas du tout. Mais ces entreprises auraient été plus valorisées dans ce cas-là. Et je peux vous assurer qu'actuellement, il y a certaines des entreprises qui ont contribué dans le cadre de la vague Covid qui ne sont plus prêtes à travailler avec l'État ou à travailler avec des structures publiques. Et ça, c'est dommage. Je terminerai par un dernier point, c'est que si on veut encourager les startups et si on veut mettre la Tunisie dans, je vais dire, parmi les pays qui encouragent effectivement les startups, il y a des réglementations qui sont à revoir et très rapidement, ou bien il faudrait mettre en œuvre des exonérations, je dirais, de répondre à certaines réglementations pour les startups. Actuellement, il y a beaucoup de projets qui font face à des réglementations qui les empêchent d'exister. Le cas s'est vu avec Intigo, je vais dire, le cas s'est vu dans le cas des services financiers, etc. Même si la Banque centrale a mis en place un bac à sable pour entraîner les entreprises, d'un autre côté, la réglementation sur les services financiers en ligne est une réglementation qui reste lourde. On ne peut pas utiliser de drones en Tunisie, etc., etc. Tout cela, c'est vrai que les textes doivent exister, c'est vrai qu'il faut réglementer tout ce qui s'ensuit, mais derrière, on est en train de mettre des barrières importantes à l'entrée pour des entreprises de petite capacité, on est en train de mettre des barrières à l'entrée pour le développement de secteurs d'activité complets. Et on est en train de pousser la Tunisie à être en arrière et en retard dans un monde qui est en perpétuelle évolution.
Et ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le cas des drones, ceux qui vont être les premiers à développer les drones vont pouvoir les commercialiser en Tunisie, mais surtout à l'international. Sauf que on a interdit les drones tunisiens, mais on a conclu des accords avec des Coréens pour pouvoir utiliser leurs drones en Tunisie. Et ça, c'est une grande question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut être effectivement parmi les pays innovants au monde, ou bien on veut brimer l'innovation et se contenter d'être un pays qui consomme? Merci. Ok, c'est Mostra. Merci beaucoup. On va y revenir parce qu'on a une partie pour parler justement des problématiques de l'écosystème, de l'innovation. Vous avez évoqué la R&D, etc. J'aimerais bien voir, donc, Sirazi, vous êtes toujours avec nous. Sirazi. Je suis là. Oui, oui. Dites-nous du fond du cœur. Vous qui avez suivi cette opération depuis l'état embryonnaire, je sais que c'est lent, depuis. Ouais. Dites-nous concrètement où peut-on, qui. Alors, Anna, je vais juste, je pense que Hadissi Mostafa est à 100% correct et je pense malheureusement tout ce qu'il a dit est absolument vrai et surtout, je rebondis sur cette histoire de on interdit les drones en Tunisie et on importe des drones de Corée. Anna, je voudrais voir des gens aller en prison pour avoir laissé ce genre d'esclavage technologique arriver dans notre pays. Parce que c'est exactement ça. Parce que quand on importe des drones, ça veut dire que le jour où on va nous interdire d'importer des drones à cause d'une position politique, voilà, des médicaments, on va être dans une situation d'esclave vers l'étranger. Avec cette parenthèse de côté, je dirais, donc en fait, je pense que ce qui est important pour les entrepreneurs de start-up, c'est vraiment d'essayer de réaliser que toutes ces difficultés et ces challenges qui existent vont continuer d'exister en Tunisie, je pense, jusqu'à l'infini. Et donc, il ne faut pas compter sur le gouvernement tunisien avec des lois, etc., pour venir à la rescousse, que ce soit à la Banque centrale ou à l'ARP ou autre. Il faut adopter des tactiques de guérilla, de tribus, de révolutionnaires. Et là où c'est possible, donc là où les startups doivent opérer dans le marché tunisien, je ne les encourage pas vraiment à commencer de ce côté-là, mais plutôt de s'orienter vers l'international, un peu d'utiliser le modèle hybride que Dali représente ici, et donc d'avoir toujours un pied à l'étranger et un en Tunisie pour pouvoir optimiser les avantages de la Tunisie et les avantages de la présence à l'étranger. Pour des startups comme Intigo et autres qui dans le marché est en Tunisie, je leur recommande de prendre l'approche de Uber et donc de ne pas respecter les lois qui existent en Tunisie ou aux États-Unis et donc de créer des situations où le gouvernement doit répondre à la pression soit médiatique ou à la de la rue ou etc. pour régler ce problème-là. Et donc, ce que je veux dire par là, donc, que ce soit Bolt, par exemple, qui est permis en Tunisie alors qu'il y a des amendes de 700 dinars pour le covoiturage en Tunisie. Il y a des monopoles qui existent en Tunisie pour le paiement en ligne alors qu'on a des pépites mecs qui font $1 milliard de valorisation dans le domaine de la fintech, et donc on interdit à d'autres de venir rivaliser avec les monopoles qui existent, et autres histoires et anecdotes comme ça. Donc juste pour résumer, d'un côté,
pour la Tunisie, pour votre marché, développez en Tunisie, mais vendez à l'extérieur, parce que de toute façon, le marché tunisien est très petit. Secondo, ne vous attendez pas à ce que le gouvernement vienne vous faire des faveurs ou des cadeaux. Ça ne va pas venir. Les choses ne vont pas vraiment changer tant qu'il n'y aura pas un deuxième souffle je dirais à la réforme. Et troisièmement, s'il le faut, n'appliquez pas et ne suivez pas les lois qui sont stupides par définition et forcer les choses de telle façon à ce que le gouvernement soit obligé de répondre aux besoins de la jeunesse qui veut construire plutôt que de détruire. Voilà. غازي سي محمد علي كيلاني وبعد j'aimerais bien avoir c'est Wissem Maki. Vous êtes toujours avec nous, c'est Wissem, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est Mohamed Ali Kilani. Bon, moi, de mon côté, c'est très intéressant d'écouter un peu les retours des uns et des autres là. C'est sûr que moi, avec ma casquette un peu d'entrepreneur, de start-upper, on va dire quasiment de carrière, moi, ce que je vois en Tunisie, c'est qu'il y a plusieurs points que j'aimerais juste partager. On ne crée pas un écosystème, enfin, on ne peut pas en 2 ou 3 ans créer un écosystème de start-up. Hein. Ça ne se fait pas, c'est impossible, c'est dans la durée. Ce dont on a vraiment besoin, c'est une stabilité réglementaire et institutionnelle. Il ne faut pas qu'on change les règles. Là, on est lancé, il faut que les règles restent stables. Parce qu'au fait, une start-up, il faut savoir, et Raz, il le sait très bien, un investisseur, la start-up moyenne pour qu'elle arrive à… Parce que finalement, il y a une start-up, elle part d'une idée, elle crée des produits, elle cherche des clients, elle prend des investisseurs pour se développer. La durée de vie ou le temps moyen pour qu'une start-up arrive à maturité et puisse soit devenir une entité qui est complètement stable, idéalement profitable, qu'elle puisse faire appel à des marchés publics, qu'elle s'introduise en bourse par exemple, ou qu'elle soit acquise par des acteurs plus importants qui pourront lui accélérer son développement. La durée moyenne, c'est à peu près 7 ans. Entre 7, c'est 7 ans. Alors bon, il y a certaines qui vont plus vite, au bout de 3-4 ans. Il y en a qui se font racheter au bout de 18 mois, quand c'est quelque chose d'hyper prometteur. Mais d'autres qui prennent plus longtemps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que il faut pas, enfin, il faut qu'on soit pressé parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on sait qu'historiquement, les choses changent pas assez rapidement en Tunisie. Mais d'un autre côté, l'éclosion d'un écosystème ne se fait pas en 2 ans. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'il y a des constantes de temps qu'on ne peut pas accélérer. D'un autre côté, ça veut dire quoi aussi? C'est que des écosystèmes s'installent réellement dans des pays qui ont essayé de faire ces virages-là. C'est au bout de la génération 2, la génération 3 de créateurs d'entreprises. Les startups les startups historiques en Tunisie, que ce soit, parce que Vermex c'est une startup à la base, en fin de compte, qui a réussi à se développer, à devenir un acteur international, et on parle souvent, entre guillemets, alors le mot il va être potentiellement mal interprété, mais on parle de mafia, dans le sens où, je ne parle pas de mafia pour Vermex évidemment, mais je parle par exemple, on parle de mafia de PayPal. PayPal, un énorme acteur de la fintech dans le monde, et les gens qui étaient là, les créateurs de PayPal, c'est qui? C'est Elon Musk, c'est Max Levchin, c'est des gens qui sont… Et les gens qui étaient dans les 50 premiers ou les 100 premiers employés de PayPal, ils sont partis, ils ont créé… aujourd'hui, au bout de 15 ans, peut-être 20 ans quasiment depuis la création de PayPal, il y a 200 startups qui sont sorties de là, par des gens qui ont travaillé dans cet environnement-là. Pourquoi je parle de ça? C'est que les startups qu'on voit aujourd'hui, qui sont passées devant le collège des startups, qui ont été labellisées, qu'elles réussissent ou pas, au fait, finalement, on a dit qu'il y avait 401 startups qui étaient labellisées, que les fondateurs, quand on regarde, il y a plus de 1000 personnes qui sont impliquées là-dedans, qui en moyenne emploient 11 personnes. Ça fait à peu près, allez, on va dire, il y a 4000 personnes qui vivent la vie de start-up aujourd'hui. Alors, avec succès, avec échec, etc. Mais c'est des gens qui ont goûté à quelque chose. Il y en a qui vont être, entre guillemets, addicted, autrement dit, qui ont pris le virus et qui vont réessayer une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Et c'est ce vivier-là qu'il ne faut pas qu'on tue. Il faut absolument qu'on fasse en sorte d'avoir une stabilité réglementaire. Là où il y a des ajustements à faire, comme on a parlé, Razi et d'autres, aussi Mostafa,
il faut ajuster certaines choses à la marge, mais il ne faut pas qu'on change les règles du jeu complètement. Là où il y a des blocages, il faut les débloquer. Mais surtout, il ne faut pas non plus faire des évaluations trop rapidement de tout ce qu'on a fait. Si on évalue au bout de 2 ans, on va se dire, mais finalement, c'est pas grand-chose. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut se donner un petit peu plus le temps long. Malheureusement, bon, sur les 10 dernières années de notre évolution, le temps long, c'est le truc qui nous manque, puisqu'on est vraiment dans du temps hyper court et qu'on a besoin de stabilité et qu'on a du mal encore à… On est une démocratie naissante, donc on a quelques difficultés là-dessus. Mais on a besoin de temps un petit peu plus long, d'ajuster là où il y a des problèmes et de continuer d'avancer et de faire en sorte que, exactement comme une start-up qui essaie un premier produit qui ne marche pas, qui réajuste, qui itère jusqu'à se trouver le bon produit pour le marché, pareil, en tant qu'écosystème, les gens vont essayer. On a sur les 401 labels start-up labellisés qu'on a pu voir jusqu'à maintenant au sein du collège, les degrés de maturité peuvent varier extrêmement entre des gens qui sont passés par des incubateurs assez sérieux, des gens qui avaient déjà une certaine coloration, qui avaient une bonne compréhension des aspects, que ce soit technique, marché, marketing, business, de leur secteur, du métier dans lequel ils sont, hein, de l'événementiel, de la pub, de la santé, et on en voit de la logistique, on en voit de tout. Hein. Il y a des degrés de maturité qui sont très différents. On commence à voir des startups qui viennent se faire labelliser de gens qui ont déjà créé des startups qui n'ont pas marché et qui réessaient une deuxième fois. C'est un excellent signe parce que ceux qui vont réessayer auront appris de leurs erreurs. Et que une des marques, et ça, il faut absolument qu'on le pousse en avant et on essaie de les encourager et leur dire non, mais allez, il faut réessayer parce que c'est pas, contrairement à peut-être à notre culture où, en fait, dès qu'il y a un soupçon ou un risque d'échec, les gens s'éloignent, ils ne veulent absolument pas faire ça parce qu'on on est passé par un système éducatif tous qui punit immédiatement quand on fait un devoir qui n'est pas à la hauteur. Non, il faut réessayer, il faut encourager, réessayer, itération et de continuer. Et puis, en gros, comme est tout entrepreneur, hein, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire mon truc, venez pas trop me chercher, poser trop de questions, laissez-moi dans ma bulle à avancer et je ferai des miracles. C'est juste que c'est des fois un peu difficile dans notre contexte actuel. J'ai compris, sommes-nous sur le bon chemin? Le terrain est-ce qu'il est fertile? Est-ce que… Oui, il y a des gens de qualité, mais comme toujours, quand aujourd'hui on a peut-être une centaine de startups qui ont un vrai potentiel, qui peuvent potentiellement se projeter vers l'étranger et vers l'international et être compétitives, parce que c'est pas juste des idées, hein. Tout le monde a des idées, le matin en se réveillant. La capacité d'exécution, la capacité de récupérer les signaux du marché, de savoir comment il faut itérer, comment on fait la version 2 après la version 1, qu'est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qui a du sens, comment on présente aux clients, comment on définit le prix auquel on vend, c'est tout ça. Et pour réussir à trouver l'alchimie de toutes ces dimensions-là, c'est une équation hyper complexe, au fait de créer une entreprise de zéro. Est-ce que les gens ont les capacités? Il y a des gens qui ont des très bonnes capacités, d'autres qui manquent un peu de formation, d'accompagnement, mais ça, il y a beaucoup d'initiatives et d'énergie qui est mise aujourd'hui dans les incubateurs, dans l'accompagnement, dans les programmes d'accélération. Salma en parlait tout à l'heure, il y a un vrai effort, on était conscient déjà, mais aujourd'hui, on a les chiffres qui montrent qu'il y a un manque d'inclusion. Du coup, il y a des efforts conscients d'aller amener les accélérateurs, les programmes d'accompagnement, etc., dans les régions pour ne pas rester concentré à 75% sur le Grand Tunis. On commence à voir des startups, que ce soit à Sousse ou à Sfax ou à d'autres endroits, ou même à Clermont dans le sud, etc., qui sont viables et qui pourront réussir, malgré un manque d'écosystème, d'accompagnement, de présence d'acteurs qui peuvent les… en fait, il faut savoir que on ne peut pas réussir start-up tout seul dans le sommet de sa montagne et dans son coin. C'est un écosystème traîné avec les autres startups. C'est pour ça que les accélérateurs ont beaucoup de valeur, parce que ça noue des liens entre entrepreneurs, créateurs d'entreprises. Les mêmes problèmes se retrouvent, les gens se passent les bonnes idées, se passent les bonnes solutions. Comment tu t'en sors avec la CNSS par-ci, comment faire tel papier, comment ouvrir un compte en devise, moi, telle banque ou telle branche ou telle agence, en fait, les gens qui y travaillent, en fait, ils connaissent bien le problème, viens. Tout ça, ça fait gagner du temps. Quand on est tout seul et qu'on doit trouver toutes les solutions tout seul, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie et on a plus de chances de se décourager.
Donc, cette partie inclusion et outreach, faire l'effort d'aller dans les régions pour arriver à accompagner les gens là où ils sont, je pense que ça va être critique. Pour que, justement, même si les premières startups hors du Grand Tunis certaines auront peut-être du mal, mais la deuxième itération, le deuxième essai aura plus de chances, plus de probabilités de réussir. Et donc, il faut les encourager, même si les premières auront peut-être un peu plus de difficultés. Ok. Juste citer peut-être pour ceux qui on ne les connaît pas, les accélérateurs. Est-ce que vous pouvez nous citer, vous qui connaissez plus l'écosystème que n'importe qui en Tunisie, quelques accélérateurs en Tunisie dont on est fiers, qu'ils ont fait du bon boulot et tout. Alors, il y en a. La réalité, c'est que on va essayer de les retrouver là parce que moi, je les ai pas complètement en tête. On voit les gens, mais le nom des accélérateurs et les programmes, ils variables. Et surtout, il y en a qui pilulent de partout. Ça commence à monter, ça commence à vraiment exister de partout. Avant la fin du call, je donnerai des exemples. On parle bien d'accélérateurs, on parle pas d'incubateurs, ou on parle des deux. Les deux. J'espère qu'on ne parle pas de coworking space non plus. On parle d'accélérateurs tels qu'on les connaît, tels qu'on connaît le Digital Media Zone à Toronto, DMZ pour le Digital Media, ou des accélérateurs de ce genre, quoi. Oui, exactement. Si on a qui peuvent nous citer pour l'audience quelques noms pour que les jeunes start-upers peuvent s'y adresser. Donc, on va y revenir. Si Wissem, donc, vous êtes toujours avec nous, si Wissem. Oui, c'est quand même. Booster l'écosystème, ça une stratégie aussi pertinente soit-elle, n'est pas à elle seule suffisante, bien sûr. Et les efforts ne doivent pas se limiter à l'écosystème au sens strict du terme, c'est-à-dire le secteur TIC ou Smart Capital, etc. Et les accélérateurs. Il y a beaucoup d'initiatives et de projets, des programmes même publics qui, lorsqu'ils seront implantés et opérationnalisés, aideront beaucoup au développement de l'écosystème même des startups. La loi sur le crowdfunding a été récemment publiée, je pense, en août 2020, mais elle n'est pas encore opérationnelle et elle permettra le financement pour les entreprises économiques. Et donc, cette loi donnera certainement une bouffée d'oxygène aux entreprises comme les startups pour financer les startups et aider à réserver et prévoir les ressources financières nécessaires aux startups. Nous citons aussi la loi ou le décret-loi relatif au régime de l'auto-entrepreneur. Et ce décret-loi aidera certainement au déploiement des entreprises économiques et des projets qui pourront se transformer en une véritable start-up. Le décret-loi sur l'interopérabilité administrative et les échanges électroniques des documents et des données contribuera à l'amélioration du climat des affaires, donc aidera les startups à trouver l'écosystème favorable pour l'investissement. Il y a aussi le volet international et continental, l'adhésion de la Tunisie aux ZLECAf au niveau continental ou d'autres conventions internationales qui ont pour objectif de libéraliser le commerce des services, etc., et des biens, favorisera l'éclosion des startups en Tunisie et au niveau africain. Donc, il y a beaucoup d'autres initiatives
je cite aussi, par exemple, tout le programme piloté par un centre qui est sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, le Centre pour la culture digitale. Et ce centre assure pour le moment l'accompagnement et la formation pour les startups dans le domaine et dans le secteur culturel. Il y a certains projets qui ont obtenu le label startup et qui ont bénéficié de cet accompagnement assuré par ce centre. Voilà. Est-ce que une question qui vient à l'esprit, est-ce que être labellisé, donc les startups labellisées, quel avantage qu'ils ont auprès de tout ce qui est écosystème financier, auprès des banques, auprès des SICAR, auprès des angels, etc. Est-ce qu'avoir une labellisation, quel avantage en fait? Salma, تحكي أنت ولا؟ Je pose une question. عمل سي بي سي من قبيله حكيت عليهم شويه دونك جو بونس ما يصيرش بالعكس ما سون بروبليم سلمى. Alors, comme l'a présenté tout à l'heure CUICM, on a 3 types d'avantages. Il y a des avantages aux fondateurs. Pour les avantages aux fondateurs, on compte la bourse, on compte donc la bourse sur la première année d'activité de la start-up, on compte le congé, donc le congé d'une année reconductible une fois, et on compte le brevet. Pour les avantages, on a le deuxième ensemble d'avantages, c'est pour l'entreprise. Ici, c'est plus des avantages d'ordre fiscal ou social. Donc, on a la prise en charge CNSS. On a aussi l'exonération de l'impôt sur IS. Il y a le statut d'opérateur économique auprès de agréé auprès de la douane, des facilitations au niveau du CERT pour tout ce qui est import d'articles. Et il y a aussi des avantages pour les investisseurs qui sont d'ordre fiscal. Donc, il y a la déduction de l'assiette imposable pour la plus-value. Donc, il y a surtout ces avantages-là qui sont effectifs aujourd'hui et les startups en bénéficient. Il y a eu le seul avantage qui a pris un peu plus de temps, c'est le brevetage, parce que c'est un brevetage à l'international. Nous n'étions pas restés les bras croisés, mais c'était pour établir le processus. On a fait la sélection d'un cabinet d'avocats américains qui va assurer le brevetage international. Donc, tout ce qui est claiming et tout le processus au niveau des marchés sur lesquels souhaiteraient donc les fondateurs être brevetés. Et donc, on va l'enclencher. L'appel sera fait en février. Donc, en février, on va appuyer et soutenir les startups labellisées qui ont des produits à breveter. Donc, vous avez les ressources pour ça, pour les brevets. Alors oui, c'est ça en fait. Le Startup Act, il s'appuie sur plusieurs, ou l'initiative Startup Tunisia s'appuie sur plusieurs revenue streams. Donc, on a en même temps, par exemple, pour la bourse, pour la prise en charge CNSS, là, c'est les fonds publics. Là, c'est vraiment de la gestion de fonds publics parce que c'est les fonds de l'ANETI qui s'en chargent. Donc, soit pour payer les bourses, les salaires, soit pour la prise en charge de la CNSS. Donc, CNSS, c'est pas une exonération. On a vraiment mais il y a aussi des sources qui sont donc auprès de bailleurs, comme ici le cas du brevetage. Donc le budget pour breveter les innovations à l'international, on a fait une levée de fonds auprès de bailleurs institutionnels internationaux pour assurer cet aspect-là. Et donc l'investissement, bien sûr, le fonds de fonds, il se base sur l'investissement. La partie, donc le troisième pilier, l'appui à l'écosystème aussi, il se base sur des fonds qu'on a levés auprès de bailleurs institutionnels qui souhaitent donc encourager et soutenir cette initiative-là et cette vision publique. Ok, c'est bien. Donc, il a partagé ce chat, donc le lien pour les avantages pour ceux qui
s'intéressent, qui veulent savoir plus donc sur les avantages. Est-ce qu'il y a des questions Oui, Fab. Ajouter une petite précision, une information en ce qui concerne les investisseurs. Il y a deux avantages majeurs. Le dégrèvement fiscal pour tous les investisseurs, qu'ils soient des fonds d'investissement, des SICAR, ou même des personnes physiques ou des personnes morales des sociétés. Tout ce que vous investissez dans le capital d'une start-up est déduit de votre assiette imposable. Donc, et à 100% la déduction, contrairement au même avantage accordé au titre de l'article 74 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la société. C'est un avantage fiscal qui est accordé aux SICAR et fonds d'investissement. Pour cette loi spécifique, le Start-up Act, cet avantage, la déduction est à 100%, alors que pour notre cas, c'est à 70% de la contribution dans le capital et l'investissement. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est très important, c'est un mécanisme de garantie des participations des fonds d'investissement au capital des startups en cas de la liquidation amiable. Et il y a ici deux avantages. Il y a un avantage qui consiste en une facilitation procédurale, puisqu'il prévoit que la liquidation de la société, c'est une liquidation à l'amiable pour gagner, économiser du temps par rapport à la liquidation judiciaire. Et l'autre avantage, c'est que l'État prend en charge à raison de plus de 50% de la contribution et de la participation du fonds d'investissement dans le capital de la start-up. Il y a ce mécanisme qui est géré par la SOTIGA, la Société tunisienne de garantie, en vertu d'une convention tripartite signée entre le ministère des Technologies et de la Communication, le ministère des Finances et la SOTIGA, et qui permettra aux fonds d'investissement de bénéficier ou de une partie, 50% de sa participation lui revient en cas de liquidation amiable. Sirazi, est-ce que ces avantages sont attrayants pour des venture capitalistes tunisiens et étrangers? Dans le cas d'investisseurs tunisiens qui sont obligés d'opérer donc sur le marché tunisien avec les procédures tunisiennes, etc., je pense que c'est un plus. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est mieux que rien. Pour les investisseurs étrangers, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et bien sûr, ce n'est pas fait pour les investisseurs étrangers. Donc, je comprends très bien qu'il ne faut pas mélanger les deux initiatives. Ok, déjà, c'est pas fait pour les venture capitalistes étrangers. Nous ne sommes pas intéressés ou nous n'avons pas besoin ou les investisseurs étrangers. Excusez-moi, dans le programme, l'axe de l'investissement Startup Invest, on prévoit la création d'une douzaine ou plus de fonds d'investissement spécialisés. Et il y a trois catégories de ces fonds d'investissement spécialisés. Il y a des fonds d'investissement qui assureront la phase seed stage, d'autres fonds qui vont assurer la phase early stage, et ce sont des fonds d'investissement tunisiens, et obligatoirement seront des fonds d'investissement tunisiens, alors que pour la troisième catégorie, c'est une catégorie qui concernera les fonds late stage, et ces fonds ne seront pas obligatoirement des fonds tunisiens. L'idée, c'est que permettre à des fonds régionaux au niveau du Moyen-Orient, Nord-Afrique, etc., ou international, de financer des startups
dans les deux sens, en Tunisie ou à l'international. Et donc, ces fonds d'investissement late stage, qui seront des fonds d'investissement étrangers, je pense, bénéficieront des avantages accordés par cette loi. Ok. Si Wissem, je reviens vers vous pour nous parler du fonds ANAVA, c'est possible, ou de son opérationnalité. Une question qui vient d'un participant, c'est Abdelaziz Ben Abid, qui se demande est-ce qu'il y a la possibilité de cumul d'avantages avec la loi d'investissement? Oui, pour le cumul d'avantages, on peut cumuler à la condition que le même avantage, on peut en bénéficier soit au titre du Startup Act, soit au titre de la loi sur l'investissement, mais on peut bénéficier aussi bien des avantages prévus par le Startup Act que des avantages, par exemple, de la loi sur l'investissement, le développement régional, etc., sans toutefois qu'il y ait un cumul au sens strict du terme juridique, parce que le cumul des avantages, le principe, c'est qu'il est interdit en loi. On ne peut pas cumuler le même avantage pour le même projet ou au même titre. D'accord. Est-ce que la formation des salariés est prise en charge par l'État? C'est Abdelaziz se demande aussi. La formation des salariés. Et oui, comme Mme Selma l'a indiqué, il y aura des programmes pour former des salariés. Pour le moment, par exemple, ce n'est pas au niveau du Startup Act, du Startup tunisien, mais par exemple au niveau de Smart Tunisien, il y a prise en charge de la formation des salariés dans le cadre du Smart tunisien. Mais pour le moment, il n'y a pas un programme opérationnel à ce niveau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Non. Si, alors, Madame Guesmi, Kauthar se demande quels sont les premiers pas pour ceux qui veulent lancer une start-up, sachant que nous sommes donc un groupe d'étudiants. Alors, ils sont encore étudiants et quelles sont les étapes à faire? On peut le conseiller pour commencer une start-up. Madame Selma. Madame Selma. Madame Selma. Je peux répondre si vous voulez. Hein. Allez, vas-y, Dali. Oui, j'allais dire, enfin, on me pose la question, on m'a posé cette question-là dans tous les pays où j'ai vécu. Comment je commence? Ouais. Et moi, ma réponse, elle est souvent simple. En fait, il y a deux types. Il ne faut pas penser qu'on est tous nés pour être créateurs de start-up. Je ne suis pas là pour calmer les ardeurs. Non, mais c'est pour dire que c'est un chemin qui n'est pas simple, qui est extrêmement difficile. Et donc, du coup, soit on a la flamme en soi et on sait qu'on a envie d'être créateur d'entreprise, le chemin va être difficile et qu'on va tenir bon, qu'on est convaincu que de l'idée qu'on a ou du problème qu'on essaie de résoudre, etc., etc. Et on se lance, ça veut dire quoi? Il faut être dans le concret. C'est pas comme on va à l'école, le professeur nous dit il faut lire tel chapitre et on apprend comment on fait. C'est pas du tout ça, hein, ce monde-là. Hein. C'est vraiment, il faut compter sur soi. On a un problème en face, il faut trouver une solution. On identifie un problème, on identifie les gens qui ont ce problème-là, on valide qu'il y a suffisamment de gens qui ont ce problème-là, que la solution qu'on propose, en fait, elle est intéressante pour ces gens-là, qui sont prêts à payer pour l'avoir. Et on a une start-up et on démarre et on commence. Et il y a des gens qui ont commencé. Enfin, il ne faut pas penser qu'une start-up, c'est forcément de la technologie très compliquée. Il ne faut pas penser que c'est forcément un problème très compliqué. Il ne faut pas penser qu'il faut une préparation folle. Des fois, ça part d'idées extrêmement simples. Alors, évidemment, après, pour grossir quelque chose et en faire une société qui est tenable et qui est viable, il faut un savoir-faire qu'on peut apprendre sur le tas avec un accompagnement approprié. Mais si c'est un groupe d'étudiants qui veut démarrer, j'ai envie de dire, soit il y a quelque chose qui vous unit ensemble et un problème qui vous passionne suffisamment pour essayer de trouver une solution et de vous lancer là-dessus. Si vous avez un début d'idée et un début de solution, clairement, un incubateur est la bonne solution. Se lancer tout seul, c'est extrêmement difficile. Un incubateur, rejoindre un incubateur, apprendre à faire un pitch,
il y a de plus en plus que ce soit d'écoles ou d'universités qui ont des clubs d'entrepreneuriat ou des environnements où on peut aller à des coworking space, écouter ce que les autres parlent, qui ont fait des startups, de comment ils en parlent et comment ils approchent la problématique. Sinon, j'encourage souvent des étudiants à dire il faut chercher un stage dans une startup. Parce que ça permet de vivre le quotidien d'une startup, de comprendre la dynamique. Si ça se trouve, au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, un stage de fin d'études, on va se rendre compte que c'est pas du tout, que cet environnement-là n'est pas du tout fait pour soi et qu'on préfère être dans un environnement professionnellement plus stable, plus assuré, avec moins de risques, etc. Donc, soit on est convaincu, passionné par un sujet, soit on est intrigué et on a une curiosité, donc on goûte et on essaie de trouver un stage, une exposition, même quelque chose, enfin même faire, demander, appeler une startup et leur dire j'aimerais bien venir passer une journée chez vous. Ça peut être aussi simple que ça. Une grande majorité de startups diront bah oui, viens, pose-toi là dans un coin et regarde ce que les gens disent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils font dans la journée, etc. Et puis sinon, si tout ça vous paraît trop compliqué, c'est que peut-être la bonne solution, c'est d'aller aller travailler ailleurs et pas nécessairement se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est excellent. Il y a aussi il y a pas mal la liste des entreprises, des startups labellisées, elle est là. Mais il manque les emails de ces entreprises. Est-ce que c'est voulu, Madame Bardedi, ou pour que les étudiants ne sont pas, parce que justement cette interaction entre l'université, entre la recherche, entre peut-être même des financiers, il manquait. Est-ce que oui. Alors, je vais revenir à la partie, donc effectivement, je pense Dali a bien formulé la partie core, comment commencer. Après, moi, je les invite vraiment, parce qu'on envoie donc des candidatures aussi, je les invite vraiment à se former. Le matériel, le contenu autour des startups, et il en existe par millions, donc sur YouTube, pour comprendre un peu quelle est la première étape à faire et ne pas se disperser dans différentes choses. Par exemple, le pattern qu'on voit chez Tunes, la première chose qu'ils vont faire, c'est créer la société, créer l'entreprise légalement. Or, c'est pas la question. Il faut déjà commencer à trouver qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on le veut faire, est-ce qu'il y a un marché qui est derrière, etc., etc. Commencer à faire son prototype et ensuite aller vers le lancement. Donc, ça, dans plein de parties dans le monde, ils ne suivent pas ce pattern. Par contre, en Tunisie, pour nous, c'est très, très important d'avoir son registre de commerce. Donc là, je les invite à se calmer un peu pour les registres de commerce et à se concentrer un peu plus sur le produit, sur le marché. Concernant pourquoi on ne met pas les emails, c'est pour… Excusez-moi, est-ce qu'ils prennent contact, vous les conseillez de prendre contact avec des incubateurs Oui, tout à fait. Alors, je les conseille de participer dans les cohortes. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel parmi les incubateurs, j'ai partagé avec vous un Google Doc, un Google Sheet il y a 3 documents dedans et un document Word qui retrace un peu par stage d'évolution des startups, là où ils peuvent s'orienter soit pour l'accompagnement, soit pour l'investissement. Et il y a un autre fichier où il y a des noms de start-upers qui se proposent pour donner leur aide. Donc, c'est des start-upers qui eux-mêmes se proposent, ils disent « Moi, je suis très bon, par exemple, dans le développement, dans le produit, et je peux donner 1 heure de mon temps par semaine à des start-upers, d'autres qui vont donner pour le marketing, etc. » Et un troisième où on donne la liste de tous les incubateurs, accélérateurs avec leurs spécifications. Donc, oui, effectivement, je les invite à cela. Je les invite aussi tout simplement à faire partie des groupes Facebook tels que Startup Help, Startup Plus Tunisia, Startup Democracy. Il y a plein de groupes, de réseaux tunisiens et qui s'entraident et qui peuvent s'apporter beaucoup de conseils. Et c'est très important d'appartenir au réseau. C'est très, très important pour être toujours à l'affût des bonnes opportunités, de ce qui se passe, des nouvelles vagues de quelque chose, etc. Donc, pour ne pas manquer aucune opportunité. Concernant, donc je reviens à la liste, pourquoi la liste des startups ne contient pas l'adresse mail? C'est pour la protection des informations personnelles. Donc, c'est pour ça qu'on met le lien de leur site web. Et donc, généralement, on va sur le site web et ensuite, on peut contacter à partir du site web les personnes, les fondateurs, etc.
Voilà. D'accord. Ils sont ouverts, j'imagine, pour accueillir des stagiaires qui ont le profil. Bah, et tout ça. oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, maintenant, il y a un call il y a Flat6 Labs qui organise un Career Jam. Donc, c'est plein de startups qui cherchent à recruter des différents profils, stagiaires ou salariés. Donc, je vous invite à suivre c'est un peu ces acteurs-là de l'écosystème qui sont des animateurs et qui font beaucoup de choses qui peuvent les intéresser. Ok. Une question qui vient des participants, mais je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre. S'il y en a parmi les speakers qui peuvent répondre, ils disent, en guise de benchmark, que pensez-vous du modèle marocain par rapport au vôtre? C'est Khaled Aouin Tijgal. Que pensez-vous du modèle marocain par rapport au modèle tunisien? Alors, moi, personnellement, je ne connais pas le modèle marocain dans les détails. Je ne saurais pas qu'on va comparer. Ben, tout ce qu'on peut dire, c'est que le Maroc essaie d'avoir une législation équivalente au Startup Act actuellement. Bon. Alors, on dit que l'imitation, c'est la meilleure forme de flatterie. Donc, bon, on va s'arrêter là. Alors, on était en discussion avec quelques représentants marocains qui, en fait, on a été beaucoup approchés par plein de représentants de pays africains. Donc, le Sénégal qui a adopté son Startup Act il n'y a pas si longtemps. Il y a maintenant l'Afrique du Sud, le Rwanda, etc. Et honnêtement, au-delà de ce qui pourrait être la flatterie ou dans le sens une validation que ce modèle n'est pas aussi bien que ça, mais on est convaincus de la nécessité que tous en Afrique, que la région, c'est très important qu'il y ait une émancipation générale par rapport à notre région. Donc pour nous, c'est très important que l'Algérie ait sa loi et après le Maroc, mais l'idéal après, c'est qu'on arrive à créer des synergies entre ces différents pays. C'est pas uniquement que légal, hein. La loi, c'est un cadre, c'est nous mettre un peu, faciliter un peu les choses. Mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, on en a un peu discuté. Ils voulaient savoir comment on gère ça de notre côté. Certainement, ils vont pas suivre le même modèle parce que chacun vient avec son histoire, chaque pays a son histoire, chaque pays a sa façon de faire. Et donc, on a échangé de manière très ouverte. Nous, on offre, on est vraiment très ouvert et transparent par rapport à notre propre expérience. On partage même ce qu'on pense aurait pu être mieux pour une meilleure opérationnalisation, etc. Donc, nous, on partage. Et on partage aussi, on leur montre pour nous l'élément majeur, par exemple, c'est le portail qui permet cette digitalisation du process et qui a permis qu'on n'ait pas du tout stoppé ni par Covid ni autre. Donc ça, on le met aussi en avant. Et pour le moment, je pense que le Maroc, comme dans tous les pays, ils ont des points qui sont très importants. Ils ont un accès au marché africain et européen qui est plus encouragé. Ils ont quelques coûts d'investissement qui sont assez intéressants, mais après, c'est pas encore industrialisé. C'est pas encore industrialisé. Pour notre côté, nous, de notre côté, on regarde surtout maintenant, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte qui est montée en flèche dans le classement des pays mappés en Afrique. Et ce qu'ils font en termes d'investissement est énorme. Ils viennent en 4e place après le Nigeria, Afrique du Sud, qui était toujours… l'Égypte n'était pas dans les 5 premiers et c'est monté en flèche. Et généralement, ça monte en flèche. Donc, nous, j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que c'était ça. Et cet effet d'émulation, il y a eu un exit énorme d'une start-up égyptienne. Ça a créé plein de business angels, beaucoup de fonds d'investissement se sont créés comme une supernova qui a donné plein de petites étoiles. Et c'est ça qui a fait l'enclenchement d'investissement. Donc, c'est très intéressant de suivre ces parcours. C'est très intéressant de créer des synergies entre les pays aussi, j'imagine, au niveau même de conception de start-up et aussi au niveau de marché. Si Raz Ibn Athman parlait de marché comme handicap, il manque. Donc marché, j'imagine, je peux me tromper, que le marché maghrébin ou le marché, il peut constituer un premier noyau donc, de nos start-upers. Oui. Pour le moment, le marché européen reste le premier marché. D'accord.
visée et où il y a vraiment une vente. Donc, c'est clairement un acheminement, ça reste notre région naturelle suite au partenariat, suite à plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Et surtout, suite, parce que entre guillemets, nos meilleures startups, ça vient aussi de la diaspora. Donc, c'est Tunisiens qui lancent leurs startups et en Tunisie et à l'international. Donc, ils ont une meilleure facilité d'aller sur ces marchés-là. Le plus important, c'est de travailler pour que ça soit un peu plus large et ouvert aux autres. Je voulais aussi partager, j'ai beaucoup apprécié les interventions de Siraz et Monsieur Monstre. Et même si je suis très positive dans ma présentation, mais j'adhère effectivement à tous ces freins, juste que voilà, il faut commencer quelque part et en mode ligne. Donc on commence et on essaie d'ajouter les layers une après l'autre, mais ce qui est marrant, c'est que avec Intigo, donc avec toutes ces problématiques, il a eu le label de par le collège. Donc il y a une manière de solidarité ou de push en avant. Donc, il a eu le label de par le collège. Autre chose qui est assez marrante, parce qu'on a Siwissem Marana qui sait très, très bien lire dans les lois. Et donc, par exemple, on a des startups qui développent des drones, mais qui ne veulent pas les commercialiser en Tunisie, ni les faire voler en Tunisie, parce que la loi nous permet de développer des drones. Les dernières sessions ont été vraiment sous la symbolique de fondateurs étrangers. On a eu beaucoup de fondateurs étrangers, donc ivoiriens, français, italiens, qui lancent leur start-up en Tunisie. Il y a certains qui sont avec des cofondateurs tunisiens, donc ça explique un peu. On peut se dire qu'il y a eu une sorte de… Ils les ont ramenés, mais il y en a d'autres c'est des équipes totalement internationales et qui viennent s'implanter en Tunisie pour deux choses. C'est jamais pour la loi uniquement, ça n'a jamais été l'argument majeur pour ramener une entreprise. Des jeunes ingénieurs tunisiens qui a cette belle réputation au-delà de nos frontières. Et puis aussi, ils se disent, et en plus, il y a un cadre légal qui est sympa, et ben voilà. La Tunisie, ça reste quand même un pays où il fait soleil 300 jours par an. Ben, je vais venir. Donc, je pense qu'il faut capitaliser sur ces atouts. Oui, on confirme. Je confirme. Donc, peut-être avant de donner le mot de la fin au speaker, un petit mot, Siwissem, sur le fonds ANAVA. Franchement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce fonds, étant donné que la gestion du fonds ANAVA relève de la compétence de Smart et il y a toute une direction au niveau de Smart Capital dirigée par notre collègue Mariam Zid qui assure la gestion du fonds d'ANAVA. Donc, je n'ai pas d'informations détaillées sur ce fonds. Ce que je peux vous dire, c'est que à la base, ce fonds a été conçu pour permettre la mise en place de plusieurs fonds d'investissement avec un closing au total de 200 millions de dollars et un premier closing de 100 millions de dollars. Nous n'avons pas pu assurer le montant du premier closing. L'État tunisien a bénéficié d'un prêt de la Banque mondiale de 75 millions de dollars qui sera dédié, une partie de ce montant sera dédiée automatiquement au fonds des fonds. Et l'autre partie, c'est pour tout le programme Startup et PME innovantes. Récemment, au niveau procédural, ce fonds a eu l'agrément du Conseil du marché financier, mais nous sommes encore au niveau réglementaire. Nous avons tenu récemment une réunion avec la Banque centrale
pour s'accorder sur l'objet de la circulaire de la Banque centrale mentionnée dans l'article 16 de la loi relative à l'amélioration du climat des affaires et relative à l'agrément accordé par la Banque centrale pour les fonds d'investissement spécialisés, parce que tout est lié, tout est intimement lié. Les fonds d'investissement spécialisés ne verront pas le jour sans que le fonds des fonds ne soit pas opérationnel et fonctionnel. Donc, il y a une interdépendance forte à ce niveau. C'est ça, grosso modo. Ok. Donc, le mot de la fin, c'est moi, Samazran, mais vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, mot de la fin. Je ne sais pas si on a manqué des choses, s'il faut… Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure? Rien de particulier, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Mohamed Ali Kilani, que en réalité, les choses prennent du temps pour qu'elles se fassent, et il faut que ça se fasse. Maintenant, personnellement, je reste frustré de voir que les choses n'avancent pas rapidement. Et c'est important parce que derrière, ça a une implication. Aujourd'hui, on empêche le développement de technologies qu'on est en train d'importer ou bien qu'on va importer demain. Et c'est ce qui est dommage d'être dans ce sens-là, je dirais. Sinon, je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs interventions et pour tout ce qu'ils ont évoqué, que je partage d'ailleurs comme idée avec tout le monde. Ok, merci beaucoup et persévérance pour nos jeunes. Ok. Si Razi, vous êtes avec nous, si Razi Ibn Athman. Oui, je suis là, oui. Donc, dites-nous le mot de la fin. Et par rapport à tout ça, si vous voulez intervenir sur le point, sur le fond, Nava aussi, allez-y. C'est les montants ou est-ce qu'on est en train de… C'est du sérieux ou on est sur le bon chemin ou on rigole avec les chiffres là? Donc, comme on dit en Amérique, the proof is in the pudding. Normalement, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais de toute façon, avec les compétences qu'on a et malgré tous les challenges qu'on a en Tunisie, on va faire quelque chose de bien. Malgré ou avec l'aide du gouvernement, on le fera. C'est avec nos jeunes là, qui sont en train d'étudier, de se casser la tête. Il va falloir essayer d'en sauver un maximum avant qu'ils n'échappent pour aller aider le PNB des pays européens plutôt que de capturer leur valeur ajoutée ici. Mais en général, je pense qu'on va trouver un moyen et on va quand même réussir, quels que soient les challenges qu'on va avoir devant nous. Voilà. Ok, merci beaucoup. Gardons espoir, donc persévérant. Si Mohamed Ali Kilani. Le mot de la fin, moi de mon côté, moi je suis optimiste, mais tout en étant, on a, comme disait Salma, on ne voit pas beaucoup d'initiatives en Tunisie qui aboutissent à commencer à donner des résultats. On voit beaucoup de démarrage. Là, on a réussi, on a plus ou moins réussi à créer un environnement qui, j'espère, va permettre d'éclore et de montrer que c'est possible. On a des vraies pépites dans les startups qui sont en Tunisie et des vraies pépites qui sont absolument au niveau international. Enfin, en gros, elles n'ont rien à envier à des startups qui sont à Londres ou à New York ou à Palo Alto, pour ceux à qui ça parlera. On en a quelques-unes, on n'en a pas 50, mais on en a quelques-unes. Et charge à nous de montrer, de les amener, de les aider à aller le plus loin possible pour que ça crée des vocations dans les générations futures. Et puis, dans ceux qui auront des idées aujourd'hui, ceux qui auront des idées dans 5 ans et ceux qui auront des idées dans 10 ans, et que on arrive à concrétiser un peu tout cet élan-là. On a beaucoup d'énergie en Tunisie.
Si tous les Tunisiens, on est extrêmement débrouillards, on est extrêmement créatifs. Sauf que le problème, c'est que très souvent, on met cette créativité et cette énergie dans des sujets qui n'ont rien. Enfin, on est très bon à jouer aux cartes. Hein. Là, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, pour résoudre des vrais problèmes dans la vie, on a du mal à se motiver et à se réveiller à 6 heures du matin pour faire les choses. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Merci beaucoup, M. Mohamed Ali. Madame Bardedi. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, je vais finir comme j'ai commencé, donc toujours très optimiste et sur une note poétique, je veux dire. Oui. Alors, en fait, là, on passe par une phase qui est très difficile en Tunisie et la jeunesse, clairement, exprime son, excusez le terme, mais son ras-le-bol. La jeunesse n'en peut plus en Tunisie, il n'y a pas énormément d'opportunités, de possibilités. Et, mais honnêtement et sincèrement, je crois que le Startup Act, c'est une promesse, c'est une sorte de lien de confiance avec la jeunesse. Il est basé sur une valeur qui est la confiance. Et ça, rien que ça, au-delà de toute la partie économique et au-delà des promesses ou du potentiel économique qu'on porte sur les startups. Les startups, si elle fait une exit ou si on a une licorne, ça peut transformer complètement le PIB du pays. Au-delà de ces aspects-là, aujourd'hui, on a une loi qui dit aux jeunes, venez avec votre idée, faites un petit produit, un petit prototype, et moi, je vous couvre avec une loi qui vous donne une bourse, qui vous dit, allez-y, innovez, essayez et échouez. Il n'y a aucun souci. Je pense que c'est la seule loi qui crée cette relation-là avec ce jeune. Et j'ai tellement envie que les jeunes le voient et j'ai tellement envie que tous les jeunes de tous les coins, ils se disent, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce que comme l'a dit Mohamed Ali, qui connaît très bien les startups et qui a 20 ans de carrière, il ne s'agit pas ici de forcément d'être dans le deep tech ou dans le intensive innovation ou de sortir de labo, bien que bien sûr, comme moi aussi, on a bien envie aussi d'investir sur cela. Mais aussi, on a besoin que tous ces jeunes-là se donnent le droit de créer, d'innover et d'échouer à la fin, c'est pas grave, mais on vous donne cet espace pour le faire. Et donc, pour moi, c'est très important notre travail à nous, c'est de montrer cette porte-là qui est donnée aux jeunes pour leur dire c'est possible pour vous aussi. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Salma. C'est très encourageant. C'est ça qu'il faut. Le choix, de toute façon. Si Wissem, donc, Oui. mot de la fin, et prenez votre temps. Hein, ne soyez pas. On n'est pas une minute près. Hein. Mais comme je vois beaucoup de questions qui concernent les procédures du dépôt des dossiers des candidatures, je ne pense pas que c'est le moment opportun pour discuter en détail des procédures. Il y a un site web www.startupact.tl. Startup Act Team assure les réponses. Il y a les questions fréquentes aussi sur ce site web. Et l'essentiel a été dit par Mme Salma ici, Mohamed Ali. Ce n'est pas uniquement l'idée qui compte, c'est surtout un effort pour au moins un prototype. Et je peux vous dire que 80% des projets, des candidatures qui ne sont pas retenus et refusés par le collège, c'est que ce sont des simples idées very early stage qui ne sont pas encore concrétisées. Donc, il faut bénéficier d'un encadrement, de l'accompagnement, une certaine maturité à votre idée avant de déposer votre candidature sur le portail électronique des startups. Voilà. Et bonne chance à tout le monde.
Ok, merci beaucoup. Nous comptons aussi sur vous, toujours, hein, pour Startup Tunisia, Startup, donc pour créer ces synergies donc, entre les différents acteurs de l'écosystème. Concernant les différents, je pense que les jeunes qui sont avec nous, les start-upers qui sont intéressés, il y a certainement une liste donc d'accélérateurs donc sur le web qui sont en mesure donc de vous accompagner, les incubateurs pépinières d'entreprises étatiques qui sont toujours là et qu'on ne faut pas sous-estimer, ils sont capables malgré qu'ils manquent aussi des ressources aussi, mais ils sont capables aussi de vous accompagner, du moins pour l'idée et tout. Pas avoir de soucis trop pour la labellisation, il me semble, dès le début. Donc, c'est côtoyer d'autres start-upers, d'autres entrepreneurs. Donc, il n'y a pas mieux. Et voilà, on va à Tunisie. La Tunisie sera demain meilleure et plus gardant donc cet optimisme malgré cette crise Covid et ces crises qu'on est en train de traverser. Nous, chacun de son côté, l'administration, pour accélérer, pour qu'il y ait donc plus de ces textes de loi, qu'on parle des textes d'application, ces défaillances au niveau de l'écosystème. Surtout, moi j'insiste sur l'aspect financement dans notre modèle qui fait toujours, qui manque, je parle surtout des PME d'une façon générale, encore plus pour les start-upers. 1000 kilomètres commence par un pas, donc on a fait quelques kilomètres, je suis sûr, au moins. Nous avons un positionnement géographique qui personne ne doute, en plein milieu de la Méditerranée, l'Afrique, l'Europe, elle est là, le Moyen-Orient, le monde, il est là. Donc, nos cerveaux d'œuvre et nos talents, ils sont là. Le système de formation avec toutes ses défaillances, il est en train de former. La preuve, on est quand ils partent à l'étranger, ils sont capables de voler. Hein, nos jeunes, ça c'est la preuve. Donc, notre diaspora, c'est l'exemple. Le R&D, la synergie entre universités, entre l'industrie, les labos de recherche, comme l'a dit Simosfa, il faut certes mettre l'accent parce que c'est ça le capital innovation qu'il faut donc améliorer. Merci beaucoup à vous. Merci les speakers surtout donc d'avoir accepté de donner de votre temps, de votre engagement pour réussir ce webinaire. À l'ATUP, nous sommes toujours disponibles, ouverts pour les jeunes, pour accompagner, pour aider, pour sensibiliser. Et merci beaucoup à tous les participants. Je m'excuse si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Vous pouvez, donc on peut continuer donc d'interagir par mail, etc. Merci beaucoup. Merci. À vous tous. Bonne chance. Au revoir.